Bonjour tout le monde, merci d'être de retour pour cette deuxième vidéo où maintenant je vais vous parler du Bitcoin avec un petit b, donc l'unité de compte, le réservoir de valeur, le fameux Bitcoin qui monte et descend en prix, que le prix monte et descend sur les marchés. Donc c'est parti. Wow. Avant de commencer, on doit mettre quelques petites choses au clair pour éviter tout malentendu. Cette vidéo est une simple présentation de mon point de vue et ne doit en aucun cas être considérée comme un conseil en investissement. Tout conseiller financier doit être agréé par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, ce qui n'est absolument pas mon cas. Je ne suis qu'un jeune homme qui partage sa passion et ses idées sur Internet. Mon but est de vulgariser et présenter simplement des concepts complexes. Lorsqu'on vulgarise, on perd de l'exactitude et certaines des informations présentées ne sont pas forcément exactes, mais présentent une idée générale et facile à interpréter pour un public sans expertise. Je vous incite fortement à faire vos propres recherches auprès de différentes sources et de ne jamais prendre de décisions uniquement basées sur mes vidéos. Merci et bon visionnement. Premièrement, comme j'ai dit plus tôt, pour moi le Bitcoin c'est vraiment de l'or 2.0. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment faire un genre de parallèle entre le Bitcoin et l'or sur leurs caractéristiques. Premièrement, on va parler de la quantité. Au niveau de la quantité, c'est pas un secret pour tout le monde. L'or, il y en a en quantité finie. Il n'y en a pas infini. Une fois qu'on aura miné toute l'or, on aura extrait toute l'or du sol, ben il n'y en aura plus dans le sol, puis elle va tout être en circulation. Je veux dire, il n'y en a pas infini, on ne peut pas en créer ou quoi que ce soit. Les bitcoins, c'est la même chose. Quand Satoshi Nakamoto a créé le bitcoin, il a déterminé qu'il n'y aurait jamais plus de 21 millions de bitcoins en circulation. C'est-à-dire qu'on mine des bitcoins en permanence. En ce moment, il y a environ 18,9 millions de bitcoins en circulation à tous les 10 minutes. Donc, environ à chaque bloc, des bitcoins sont minés et sont ajoutés au supply en circulation. Puis le jour où on va atteindre 21 millions, on va juste arrêter d'en émettre. Pourquoi 21 millions? Well, selon des théories, à l'époque, on estimait la quantité d'or totale sur Terre à 21 millions de tonnes. Donc, une fois qu'il y aurait 21 millions de tonnes d'or miné, extrait du sol, il ne resterait plus d'or dans le sol. Logiquement, comme une fois que tous les bitcoins auront été minés, il ne restera plus de bitcoins à miner. Donc, au début, avant que le premier bloc soit miné par Satoshi Nakamoto, aucune adresse ne possédait de bitcoin. Comme au début, avant que la première pépite d'or soit minée par un prospecteur, ben personne n'avait d'or. Je veux dire, c'est juste logique. Il n'y a pas d'or en circulation. Il n'y a personne qui en possède avant qu'on l'ait miné. La même chose pour le Bitcoin. Il n'y a pas de Bitcoin en circulation. Il n'y a personne qui en possède avant qu'on l'ait miné. Deuxième critère, c'est la divisibilité. Donc, le fait qu'on peut fractionner son Bitcoin comme son or. Son or, on peut en avoir 1 kilo, on peut en avoir une livre, on peut en avoir un once, on peut en avoir 1 gramme, on peut avoir une toute petite, on peut avoir de la poussière d'or, on peut en avoir des vraiment petits fragments. La même chose pour le Bitcoin. Tu sais, j'ai entendu beaucoup de monde dire « Ah, mais le Bitcoin, il est 30 000 $ américains, j'ai pas les moyens d'acheter ça. » T'es pas obligé d'en acheter un en entier. Tu peux acheter un 100 millionième de Bitcoin, c'est ce qu'on appelle un Satoshi, donc 1 sur 100 millions fois le Bitcoin. C'est la plus petite unité possible sur la blockchain. Donc, c'est vraiment 9 décimales. Donc, on peut vraiment y aller petit. Maintenant, on va parler de l'extraction. Pour de l'or, ben, c'est évident, c'est du travail physique. Je parle à l'époque, quand il n'y avait pas les foreurs, et vraiment, c'était la pelle, la pioche et la passoire. Fallait que tu aies ton équipement, puis que tu ailles casser des roches, que tu ailles dans des mines, que tu ailles travailler fort pour extraire ton or puis en avoir. Fallait que tu travailles, fallait que tu devais y mettre du tien. Puis avec l'or, ben, avec le Bitcoin, c'est pour ça qu'on a créé le Proof of Work, parce qu'il y a une preuve à avoir. Il faut que quelqu'un fasse une preuve qui a travaillé, qui a fait les recherches nécessaires pour valider les transactions pour mériter sa récompense en Bitcoin. Même avec l'extraction, au niveau de l'équipement, avant, on avait la pelle et la pioche, la passoire et tout. Maintenant, on a des foreuses, on a de l'équipement beaucoup plus high-tech et qui ont été réfléchis, créés par des ingénieurs dans le but d'accomplir la tâche de miner de l'or. Avec le Bitcoin, c'est la même chose. Les premiers Bitcoins ont été minés avec des CPU, donc des simples ordinateurs. Ensuite, on est allé utiliser des GPU parce qu'on s'est rendu compte que c'était plus efficace pour faire les calculs et fournir la preuve de travail. Donc, les GPU, pour ceux qui ne savent pas, c'est des cartes graphiques. Puis ensuite, on a créé des ASIC qui sont un peu comme les foreurs, c'est des outils créés par des ingénieurs, des gens qui ont réfléchi à comment est-ce qu'on peut extraire des bitcoins plus efficacement, puis qu'ils ont créé cette machine-là qui a beaucoup de computing power, qui est très efficace pour faire tourner le réseau. Puis la paye, quand tu mines, si tu es un mineur à l'ancienne puis que tu allais chercher de l'or, ben, si tu trouves de l'or, c'est ta paye, tu trouves ce que tu trouves. Si tu trouves rien, c'est ton problème. Puis le Bitcoin, c'est la même chose. Quand tu mines des blocs, ben, il y a un paquet de mineurs sur le réseau, puis il y a un bloc à toutes les 10 minutes, puis c'est un mineur ou une pool de minage, on en parlera une autre fois, mais c'est une entité qui va miner le bloc puis qui va recevoir la récompense du bloc. Donc parlons-en des récompenses du bloc. Il y a un rythme à lequel les Bitcoins sont mis en circulation, un peu comme il y a un rythme auquel l'or est mis en circulation. Avec tout l'équipement qu'on possède, puis avec tout l'or qu'il y a sous terre, on est capable d'extraire une certaine quantité d'or par année, puis plus on en extrait,
plus l'année suivante, ben, il en reste moins à extraire, fait que moins on est capable d'en extraire dans un sens. Comme plus on en prend, moins il en reste, plus c'est difficile à aller chercher. Je sais pas si c'est clair comme ça, mais le Bitcoin, ils ont créé mathématiquement une façon de faire quelque chose de très similaire. Ils ont appelé ça les halving. Au début, quand on minait des Bitcoins, si je me trompe pas, la première récompense, c'était 50 Bitcoins par bloc. Donc, quand tu minais un bloc, tu obtenais 50 Bitcoins. Après 4 ans, c'est pas un chiffre en année, c'est un chiffre en nombre de blocs qui fait à peu près 4 ans. Après 4 ans, on a ce qu'on appelle le halving, qui est un moment où est-ce qu'on vient diviser la récompense des mineurs par 2. Donc, si avant le halving, on faisait 50 bitcoins par bloc. Après le halving, on va recevoir seulement 25 bitcoins par bloc. Ensuite, c'est 12,5 bitcoins par bloc. Puis en ce moment, depuis le halving de 2020, c'est 6,25 bitcoins par bloc. Puis après ça, le prochain halving qui va être en 2024, ça va être 3,125 bitcoins par bloc. Donc la quantité qu'on peut mettre sur le marché ralentit. Puis on peut remarquer une corrélation entre les halvings et les cycles de hausse du Bitcoin, parce que qui met le supply, le prix est basé sur l'offre et la demande. Qui crée l'offre, c'est les mineurs, c'est les gens qui minent, qui vont chercher le supply, puis ensuite ils vont le mettre sur le marché pour le vendre, pour se rembourser leur électricité, puis faire de l'argent, ou ils peuvent le garder et attendre que la valeur monte, mais ça c'est eux que ça regarde. Plus les mineurs mettent de Bitcoin en circulation, moins il y a de valeur parce que plus il y a d'offres. Moins les mineurs mettent de Bitcoin en circulation, plus il y a de la valeur parce que moins il y a d'offres. C'est des principes d'offre et de demande d'économie de base. Quand il y a un halving, les mineurs reçoivent moins de Bitcoin, donc ils peuvent en mettre moins à vendre sur le marché, donc moins d'offres, donc on augmente le prix. Puis tout ça, ça a créé des bull runs, puis les cycles de hausse monstrueuses que vous avez vus. Pour comparer encore un peu, niveau accessibilité, ben c'est autant accessible le Bitcoin que l'or. Je veux dire, l'or, encore aujourd'hui, prends ta passoire, va dans une rivière où est-ce que c'est reconnu qu'il y a de l'or, puis commence à fouiller, puis à essayer de trouver ta pépite, puis personne ne va t'en empêcher, tu peux faire ce que tu veux. Il y a eu des moments dans l'histoire où c'était littéralement illégal de prospecter de l'or, mais ça, c'est un autre truc. Ton Bitcoin, c'est la même chose. Si tu veux commencer à miner, puis faire partie du réseau, puis essayer d'en accumuler, ton téléphone peut te servir de mineur. Tu peux miner avec ton téléphone, tu peux miner avec ton ordi. Dans un sens, je le déconseille parce que la puissance de calcul de vos appareils sont très insignifiantes face à la puissance de calcul des ASIC, puis de certaines machines, puis certaines installations qui ont été conçues pour ça. Mais quand même, ça vous permet d'accumuler un petit peu de Bitcoin. Ce ne sera pas grand-chose si vous utilisez juste votre téléphone et votre ordi, je vous le dis tout de suite. Mais c'est mieux que rien, puis c'est contribuer à tout ça. Entre le Bitcoin et l'or, il y a certains trucs que le Bitcoin est avantagé par rapport à l'or. Premièrement, tu as la transportation. Si tu veux envoyer de l'or à quelqu'un, si tu veux transiter de l'or, il faut que tu l'aies physiquement avec toi. De l'or, si tu en as beaucoup, tu veux faire des échanges de grosses valeurs, ben c'est lourd. Tu dois l'amener à droite, à gauche. Tu peux pas l'envoyer d'un pays à un autre instantanément. Tandis que le Bitcoin, si je suis ici puis tu es à Tahiti, ben je peux quand même t'envoyer de l'argent live sans problème. C'est aussi la transparence dans le réseau. L'or, si je te donne de l'or, il n'y a pas un registre. On ne sait pas combien exactement je possède d'or, combien les États... Il y a beaucoup de gens qui disent que la Chine déclare une certaine quantité d'or dans ses coffres, mais personne ne le croit. On pense tous qu'ils en ont plus que ça et qu'ils ne veulent pas l'admettre. On ne sait pas. On ne sait pas qui a quoi en termes d'or. On ne sait pas où. On ne sait pas. Tandis que le Bitcoin, c'est transparent. On sait exactement au Satoshi près quelle adresse comporte combien de Bitcoin. Fait que c'est beaucoup plus facile d'avoir un suivi de qu'est-ce qui se passe, des flux, des mouvements de un à l'autre. Et aussi l'absence de contrôle. L'or est beaucoup contrôlé par les États, par les banques centrales qui en ont dans leurs coffres. S'ils veulent faire chuter le prix de l'or, whatever, ils peuvent. Je veux dire, il y a un certain market control qu'ils sont capables d'avoir là-dessus parce qu'ils en ont juste tellement qu'il y a quelque chose à faire avec ça, tandis que le Bitcoin, il n'y est pas vraiment... Il y a un peu de market manipulation, on ne peut pas se mentir. Il peut en avoir, mais c'est un autre game, c'est pas pareil. Il y a aussi le stockage et la sécurité. Dans l'histoire, c'est arrivé souvent que pendant des périodes d'invasion, des périodes de guerre ou des trucs comme ça, les gens se fassent saisir leur or, qu'il y a des soldats, ils viennent chez toi, ils fouillent ta maison, ils prennent ton or et ils se cassent. Des conquistadors ou des gens qui étaient avec toi ou des envahisseurs ou quoi que ce soit. Les gens se sont fait déposséder de leur or très souvent dans l'histoire. Essaye de me déposséder de mes bitcoins. C'est sûr que si j'ai une clé USB Ledger, tu peux me voler ma clé USB. Déjà, c'est plus facile à cacher une clé USB qui contient $1 milliard que $1 milliard en lingots d'or. Ça, c'est un autre débat. Mais aussi, si j'ai pas de Ledger puis j'ai juste ma clé privée que je connais par cœur dans ma tête mes 12 mots, faudra que tu me tues, mec. Je te donnerai pas mes 12 mots. Je préfère mourir que de donner toute ma valeur. Tandis que mon or, t'as juste à me tabasser, m'attacher puis le prendre.
C'est juste ça comme ça. C'est plus simple à sécuriser puis à protéger des bitcoins qu'à sécuriser puis à protéger de l'or. C'est juste évident. C'est aussi que c'est plus moderne. Le bitcoin tient là-dedans. Puis aujourd'hui, tout le monde a ça. Il y a des gens qui n'ont même pas de carte d'identité, qui n'ont pas de façon de certificat de naissance ou de rien, mais qui ont des téléphones, qui ont accès à l'Internet. Puis c'est tout ce que tu as besoin pour pouvoir transiger du bitcoin, avoir accès à Internet. De l'accès à Internet, un QR code, puis tu es capable d'envoyer de la valeur n'importe où. C'est très moderne. Tout le monde, peut-être pas tout le monde en ce moment, parce qu'il y a beaucoup d'anciennes générations qui sont encore sur Terre puis qui comprennent fuck all, mais les prochaines générations, pour eux, ça va être acquis de base. Ça va être juste la norme. Ça va être très simple pour eux. Fait que l'adopter maintenant, c'est prendre de l'avance aussi par rapport à tout ça. Puis aussi, il y a des évolutions possibles, comme récemment, il y a eu le Taproot Update, qui je ne peux pas trop expliquer qu'est-ce que ça a changé, mais il y a des façons de faire des mises à jour sur le Bitcoin pour changer quelques paramètres. C'est juste que c'est très long et complexe à faire des mises à jour pour changer le protocole, parce que tout le monde doit se mettre d'accord, ou du moins 51% du réseau doit se mettre d'accord, puis adapter les paramètres à leurs nodes et leurs mineurs. Malheureusement, selon moi, le Bitcoin, c'est pas encore ce que ça devrait être selon Satoshi Nakamoto. Je le rappelle, dans le white paper, c'est écrit que ça devrait être une cash payment system. Ça permet pas pour le moment, selon moi, de faire ça exactement, puisqu'une transaction peut prendre juste maximum 30 minutes à être approuvée. Donc, si tu veux aller faire ton épicerie puis payer avec ça, c'est assez complexe. Comme j'ai dit dans la vidéo précédente, au Salvador, ils ont légalisé le Bitcoin comme monnaie légale. Donc là-bas, ils ont créé leur propre portefeuille. Si je ne me trompe pas, ça s'appelle le Chivo, avec le Lightning Network qui permet d'avoir des transactions instantanées sur le Bitcoin. Fait que si tu veux payer ton épicerie, tu fais juste scanner ton QR code puis voilà, c'est réglé. Mais tant que le Lightning Network n'existe pas à l'échelle mondiale, selon moi, le Bitcoin, c'est pas une monnaie, c'est un actif. C'est pas le Bitcoin qui va remplacer le dollar américain, c'est le Bitcoin qui va remplacer l'or dans son usage. Pourquoi je dis que c'est pas une monnaie? Ben, avant tout, qui a défini qu'est-ce qui était une monnaie? Aristote. Aristote a donné 3 caractéristiques pour définir c'est quoi une monnaie. C'est un réservoir de valeur, un moyen d'échange et une unité de compte. Réservoir de valeur pour le Bitcoin, moyen parce que c'est très volatile, donc c'est difficile de conserver sa valeur dans quelque chose de volatile, mais sur le long terme, je le vois très bien se stabiliser, ça c'est 100% clair. C'est une unité de compte, dans le sens on peut compter en Satoshi, en Bitcoin, on est capable de tenir le compte de combien ça vaut en Bitcoin, on est capable de dénominer nos transactions en Bitcoin, mais là où ça rate pour moi, c'est vraiment le moyen d'échange, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui échangent en Bitcoin pour le moment, c'est quand même assez complexe pour vivre tous les jours en Bitcoin. Il y a moyen, il y a certains restaurants, certains établissements qui vont accepter le Bitcoin, mais tant que selon moi, il n'y a pas le Lightning Network, ça va être plus un actif qu'une monnaie. Pour la dernière partie de cette vidéo, j'aimerais vous parler de la plus grande arnaque financière et économique de tous les temps, selon moi et selon certains grands économistes. Le moment où les États-Unis se sont débarrassés de l'étalon or. Excusez-moi, ça a été difficile à dire. Donc, c'est quoi ça, l'étalon or? Bref, avant 1971, les billets, ça s'appelait des banknotes. C'était juste un bout de papier sur lequel il était écrit que la banque détenait de l'or dans ses coffres pour vous, puis à tout moment, vous pouviez prendre ce billet, aller à la banque, leur donner, puis ils allaient vous donner l'équivalent en or physique pour ce billet. Donc, tout l'argent en circulation, tous les billets que les gens s'échangent au sein de l'économie, il y avait dans les coffres de l'État l'équivalent en or physique pour rembourser tout le monde, pour reprendre tous les papiers puis donner de l'or à tout le monde. Puis, on n'oublie pas que les États-Unis, c'est la monnaie de réserve mondiale. Donc, c'est la monnaie qui est la plus transigée dans le monde. C'est la monnaie, le pétrodollar, on l'utilise pour faire toutes les transactions liées au pétrole. Il y a beaucoup d'échanges internationaux. Il y a beaucoup de pays qui détiennent des dollars US dans leur trésorerie. Mais quand, en 1971, Nixon a retiré l'étalon or, c'est comme s'il avait dit à tout le monde, « Bon, mais guys, tous les billets là, auxquels vous accordez de la confiance, on va arrêter de les échanger comme de l'or. Finalement, c'est juste des billets, ok? Gardez-les comme ça. On les échange plus comme de l'or. Puis à partir de maintenant, on a comme une banque centrale. Ils vont se mettre à imprimer de l'argent vraiment à l'infini. Si on leur dit d'imprimer des nouvelles devises, ben ils vont le faire. Puis à partir de maintenant, on peut créer de l'argent à l'infini. Le plus gros scam de l'histoire de la finance. Parce que quand tu as la monnaie de réserve mondiale, ben c'est toi qui as le plus de pouvoir. Puis normalement, le fait d'être forcé d'avoir de l'or dans ses coffres pour émettre des nouvelles devises, ça force l'État à produire, à acquérir de l'or, à
augmenter sa production puis ses richesses dans ses coffres, mais juste retirer de ça, puis se permettre d'imprimer de l'argent, mais ça fait juste leur donner un pouvoir infini parce qu'ils peuvent imprimer comme ils veulent. Puis avec l'argent qu'ils ont imprimé, ben c'est la monnaie de valeur mondiale, donc tout le monde accepte cette devise-là, puis il n'y a personne qui peut faire quoi que ce soit. Donc c'est la plus grande arnaque de tous les temps. Pourquoi je parle de ça? Selon moi, peut-être, c'est juste une théorie de Bitcoin passionné, peut-être qu'un jour, on pourrait voir un étalon Bitcoin, donc un portefeuille détenu par l'État, puis on aurait en circulation des devises backées par les bitcoins de l'État. Donc, on aurait des billets, des banknotes comme à l'époque, puis on pourrait les échanger en temps réel contre des bitcoins, l'équivalent en bitcoin, comme on faisait avec l'or à l'époque. C'est pas obligé d'être quelque chose de physique, ça peut se faire de façon totalement digitale. Puis c'est un peu comme ça que fonctionne le Lightning Network, parce que c'est pas tout à fait le réseau Bitcoin, c'est un layer 2, c'est un réseau par-dessus le réseau. Puis ce que tu échanges sur le réseau Lightning Network, ben, tout est collatéralisé sur le layer 1. C'est assez complexe à expliquer. En gros, tout le supply qui existe sur le Lightning Network a son équivalent en bitcoin sur le layer 1 verrouillé. Donc, pour toutes les bitcoins qui existent sur le Lightning Network, on a des bitcoins sur le Layer 1 pour les backer. Donc, en tout temps, on peut retirer nos bitcoins du Lightning Network puis récupérer notre bitcoin sur le Layer 1. C'est assez complexe, je ne vais pas donner plus de détails là-dessus, mais en gros, c'est pas mal ça. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que je vous ai aidé à comprendre un peu mieux c'est quoi le Bitcoin, comment ça fonctionne, pourquoi selon moi c'est l'or 2.0. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin si vous êtes encore là. J'apprécie vraiment beaucoup. J'ai mis beaucoup de temps à travailler sur ce script pour m'assurer de faire les bons liens entre l'or et le Bitcoin pour expliquer pourquoi selon moi le Bitcoin c'est l'or 2.0. Dans ma prochaine vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas d'argent, concrètement. Pourquoi des dollars canadiens, j'en ai le moins possible, puis je garde rien dans les banques. C'est tout pour moi, merci beaucoup. Bonne fin de journée.